venez. Vous allez prendre un micro, je vais vous le donner, voilà. On prononce comment votre nom, excusez-moi, Antoine Fouché ou Fouchère? Fouché, très bien. Antoine Fouché, directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, ministre du Travail. William Queberlé, on l'a évoqué en ouverture très rapidement de ces états généraux du commerce. Parmi la priorité, il y a la formation. Vous venez d'entendre une table ronde, un certain nombre d'acteurs. D'ailleurs, peut-être une réaction à chaud. Est-ce que vous venez d'entendre? À chaud, moi ce qui m'a plu, c'est qu'à un moment donné, on puisse dire oui, on doit prendre le tournant de la technique, oui, la digitalisation, mais qu'une fois que ce côté technique sera digéré, ce qui restera pour être commerçant, c'est la relation avec le client. Et que là, dans cette deuxième table ronde, ce qui a été dit, c'est quels sont les efforts que l'on doit faire pour emmener, non pas certains spécialistes qui parlent anglais, mais l'ensemble des collaborateurs. Et c'est ça c'est ce qui m'a séduit dans cette table ronde. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez en matière de formation? Qu'est-ce que vous attendez aussi des pouvoirs publics, des partenaires sociaux, de ce gouvernement? Je vais peut-être reprendre ce qu'on avait dit l'année dernière, mais peut-être avant, c'est rappeler ce que j'avais dit précédemment, c'est qu'aujourd'hui, le commerce, c'est 3,5 millions de personnes qui travaillent dans le commerce, dont 3,1 millions de salariés. Je dirais que quand on compare par rapport à l'industrie, c'est à peu près le même chiffre. Quand on compare par rapport à l'agriculture, on fait 4 fois plus. Et pour moi, ce qu'on avait surtout engagé l'année dernière, c'était de dire on souhaite une priorité sur l'alternance. Ça, c'était important pour nous. Pourquoi? Parce que quand on regarde aujourd'hui le nombre de jeunes qui vont vers le commerce en premier emploi, c'est 1 jeune sur 4. On a quelques chiffres qui s'affichent derrière nous. Vous les avez juste devant vous, Antoine Fouché. On a à peu près 100 000 jeunes qui sont formés en alternance par des commerçants chaque année. Et on représente 13% aujourd'hui de l'ensemble des effectifs, mais c'est 20% de contrats d'apprentissage, 25% de contrats de professionnalisation qui se déroulent dans le commerce. Et nous avons également 25% de salariés qui n'ont aucun diplôme. Ça a été répété. Et je dirais que c'est aussi cela qu'on doit emmener dans cette mutation technologique. C'est important d'avoir tous ces chiffres en tête. Et en 2017, vous aviez formulé un certain nombre de demandes et de désirs. Oui, mais peut-être avant même, moi ce que j'ai envie, c'est de vous donner un autre chiffre qui est pas là. J'ai beaucoup travaillé à l'international, et notamment en Autriche, en Suisse, en Allemagne. Je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui en France, il y a 400 000 apprentis. Il y a 1,5 million d'apprentis en Allemagne. Le taux de chômage des jeunes moins 25 ans, il est en France de plus de 20%, quand il est que de 7% en Allemagne. D'où l'intérêt, c'est pourquoi on a pointé l'année dernière en disant nous, on souhaite marquer et faire un focus, mais prioriser l'alternance dans nos demandes. Et dans ces demandes-là, ce qu'on vous demandait à l'époque, je dirais que c'était de dire il faut quand même stabiliser, sécuriser le système d'apprentissage parce que les entrepreneurs et souvent les indépendants également, ils ont besoin de stabilité pour savoir comment ça va se passer. Compte tenu des chiffres que je vous ai dit, il était important aussi de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour former plus. Donc on avait émis l'idée de dire est-ce que l'on ne pourrait pas éliminer les charges sur les contrats d'alternance. Et puis une autre chose aussi, une autre idée, c'était de dire finalement dans l'apprentissage, il y a un crédit d'impôt, pourquoi pas l'élargir à l'ensemble des formations professionnalisantes. Voilà, donc ça c'était notre souci à l'époque. Je dirais que moi je suis très content de vous accueillir, merci d'être là, merci beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de la réforme de la formation, et pour nous c'est important de savoir quelle va être la place finalement des entreprises à l'intérieur, quelle va être la place, on va parler d'alternance, mais du tutorat par exemple, quelle va être la place de comment vous voyez les choses en termes de formation alternative, voire digitale, mais surtout,
quelles sont les places que vous voyez aussi au niveau des branches et quels sont les moyens et quid en termes de commerce par rapport aux opérateurs de compétences. Il y a beaucoup de questions, hein. Alors, on va vous demander, qu'est-ce que vous avez envie de répondre, parce que à travers William Koberlé, vous allez répondre à l'ensemble de la population, des entrepreneurs, tout simplement, des commerçants qui se posent un certain nombre de questions suite à la présentation de cette réforme de la formation professionnelle que votre ministre Muriel Pénicaud a présentée il y a tout juste 8 jours, je crois. Bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très honoreux, très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui pour discuter, présenter la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, de l'alternance, mais surtout de discuter avec vous pour répondre à vos questions, avoir vos suggestions, vos propositions, parce que la réforme n'est pas encore ficelée, bouclée complètement et entièrement. Et donc, on a besoin, évidemment, tout au long du processus parlementaire qui va s'ouvrir maintenant, de l'améliorer. Vous avez posé beaucoup de questions, Monsieur le Président. Ce que je vous propose, c'est que peut-être on organise la discussion en parlant d'abord de l'alternance et puis après de la formation professionnelle, parce que c'était, si je l'ai bien compris, parmi vos priorités, la priorité des priorités en matière de formation et en matière de recrutement. Vous avez évoqué à l'instant les systèmes suisses, danois et allemands. Nous sommes allés, pour essayer de construire cette transformation de l'apprentissage, nous sommes allés avec les partenaires sociaux au Danemark et en Suisse pour essayer de comprendre comment était construit leur système, sur quels principes il était bâti et quels étaient les facteurs clés de succès qu'on pouvait non pas importer dans notre pays, parce qu'on n'importe jamais complètement un modèle d'un pays à l'autre, parce qu'un modèle est basé sur des valeurs, sur une histoire, sur une culture, et ça ne se change pas par une loi et ça ne se change pas par des décrets. Mais qu'est-ce qui pouvait nous inspirer pour reconstruire un système ? Pourquoi reconstruire un système ? Pourquoi transformer ? Et pourquoi pas simplement aménager ou simplement réformer une fois de plus ? Parce que le constat, vous l'avez dit, il est sans appel au niveau international. 400 000 apprentis en France, un peu moins presque 1,5 million en Allemagne, et un taux de chômage qui, en Europe, des jeunes, est largement corrélé au niveau de développement de l'alternance. Plus un pays développe l'alternance, plus, en général, il n'y a pas d'exception à ce stade, le degré de corrélation est divers selon les pays, plus un pays lutte efficacement contre le chômage des jeunes, voire, comme en Allemagne, atteint un quasi plein emploi des jeunes. Antoine Fouché, comment on explique cette différence avec l'Allemagne ? Alors, c'est justement ça le sujet, puisque nous, le constat est doublement cruel quand on se compare avec les autres, et puis quand on se compare à nous-mêmes il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on formait à peine plus d'alternants en France. On forme moins d'alternants dans notre pays qu'en 2012. Et donc, non seulement on n'arrive pas à rejoindre et à imiter les grands pays, mais en plus, par rapport à nous-mêmes, on stagne, et même si on regarde les chiffres à la lettre, on régresse. Et donc, par rapport à ce constat, comme on se rend compte que depuis 10 ans, en fait, on enchaîne les réformes de l'apprentissage, il y en a quasiment une tous les 2 ou 3 ans, et que ces réformes ne débouchent pas sur des résultats, en tout cas des résultats tangibles, chiffrés, qui permettent de lutter contre le chômage des jeunes, de répondre aux besoins en compétences des entreprises, aux aspirations des jeunes. Le choix, qui était déjà inscrit dans le programme du président de la République, ça a été non pas de proposer une énième réforme, un énième aménagement de la répartition de la taxe d'apprentissage entre les régions et les branches professionnelles, de manière de construire les diplômes, etc., mais une transformation, c'est-à-dire une reconstruction du système en s'attaquant aux verrous que les différents gouvernements depuis plusieurs années, peut-être plusieurs décennies, ont laissé de côté et que je vais présenter maintenant. Alors, ces verrous. Alors, ces verrous, il y en a au moins 5. Je vais essayer d'être rapide parce que je ne veux pas être fastidieux et donc je serai peut-être très direct et je m'en excuse à l'avance. Le premier verrou, c'est les diplômes. Les diplômes en France, et c'est une spécificité, c'est ce qui nous a frappé quand on est allé en Suisse et au Danemark avec les partenaires sociaux. Les diplômes en France sont largement construits d'abord par l'État et les partenaires sociaux, qui sont les professionnels, qui savent quels sont les gestes, quelles sont les compétences qu'on a besoin d'acquérir sur tel ou tel diplôme, sont
dans le meilleur des cas, sur un strapontin. Ils sont consultés, parfois écoutés. Ce que nous proposons dans cette réforme, c'est de basculer sur un système de co-construction des diplômes, c'est-à-dire pour le référentiel de compétences, pour le référentiel d'activité, c'est-à-dire ce qui, dans un diplôme, décrit le métier et ce qui décrit les compétences qui permettent d'exercer ce métier, ça soit vous, les professionnels, qui l'écriviez, de A à Z. Donc ça veut dire que l'État, en l'occurrence l'éducation nationale ou le ministère du Travail, ne prendra plus la plume à votre place sur ces référentiels. C'est un sacré challenge aussi pour le monde professionnel. Le monde du commerce est sans doute fait partie des branches ou des secteurs qui sont assez bien équipés pour répondre à ce défi. Ce n'est pas forcément le cas de l'ensemble des branches professionnelles en France. Et donc c'est aussi un pari, cette capacité de coécrire les diplômes avec l'éducation nationale. Mais c'est aussi une responsabilité parce que demain, disons dans quelques années, si les diplômes ne correspondent pas aux besoins en compétences des entreprises, les entreprises se retourneront vers vous, fédérations professionnelles, et non plus vers l'État, parce que ce sera les fédérations professionnelles qui n'auront pas su être à l'écoute des entreprises pour adapter les diplômes en temps réel. Donc, évidemment, responsabilité vis-à-vis de ce sujet-là. Deuxième verrou, l'orientation. On ne dit pas la vérité aux familles sur le taux d'insertion dans l'emploi des diplômes qu'on prépare dans notre pays. On ne dit pas la vérité aux familles, on ne sait pas le taux d'insertion des 965 CFA de France dans notre pays, des lycées professionnels dans notre pays, des lycées généraux dans notre pays. Et donc, l'une des mesures très fortes aussi de cette transformation sera de rendre public, CFA par CFA, lycée professionnel par lycée professionnel, section par section dans chaque CFA et dans chaque lycée, le taux d'insertion professionnelle, le taux de réussite aux examens, le taux de poursuite d'études, de manière à ce que l'ensemble des familles, quel que soit leur niveau socio-professionnel, quelle que soit leur origine, quel que soit leur contact dans le monde professionnel, puissent décider de leur orientation en connaissance de cause. Et ça, évidemment, on se rend compte que quand on va dire la vérité aux familles là-dessus et aux jeunes, évidemment, les choix d'orientation ne vont pas être les mêmes. Mais c'est sacrément challenging aussi, excusez-moi pour l'anglicisme, c'est sacrément responsabilisant pour l'ensemble des CFA et des lycées professionnels parce que, évidemment, eh bien, quand on a un taux d'insertion dans l'emploi ou un taux de poursuite d'études qui est inférieur à 50%, eh bien, très très vite, en 1 ou 2 ans, eh bien, on peut avoir de moins en moins d'élèves. Et à l'inverse, quand on arrive à avoir des bons taux d'insertion, des bons taux de poursuite d'études ou des bons taux de réussite aux examens, là, on a une offre de plus en plus importante, une demande, pardon, des élèves de plus en plus importante. Antoine Fouché, troisième sujet, vous aurez les chiffres dès cette année ou non, alors va falloir attendre un petit peu? Alors, là, je le fais exprès, promis, c'est working progress. Donc ça va se faire au fur et à mesure. Je pense qu'on a besoin de 2 à 3 ans pour faire ça. On aura une amélioration dès cette année, parce que pour l'instant, je ne veux pas être trop technique là-dessus, mais c'est fait par enquête. Et évidemment, on ne peut pas faire des enquêtes sur chaque section des 965 CFA de France. En revanche, si par système informatique, on suit par numéro de sécurité sociale l'ensemble des jeunes, et nous avons eu l'autorisation de le faire, parce que vous pensez bien que ça pose des questions de liberté, de protection de la vie personnelle. Une fois qu'on arrive à suivre les jeunes au fur et à mesure de leur évolution dans leur vie professionnelle et leurs études de 16 à 25 ans, eh ben, oui, on peut reconstruire des stats, lycée par lycée, CFA par CFA, section par section. Et donc, ça ne sera plus des enquêtes, mais le temps de mettre ça en place, ça prend un peu de temps. C'est du très lourd en matière d'informatique, d'autorisation à demander, même si a priori, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est 2 ou 3 ans. Mais avant la fin du quinquennat, on aura eu 1 ou 2 rentrées scolaires dans lesquelles les jeunes et les familles auront pu choisir en toute connaissance de cause les sections, les lycées, les classes dans lesquelles ils vont s'inscrire et faire leurs études ou leur alternance. Le troisième sujet, c'est moins un verrou, donc je vais passer plus vite, mais c'est l'attractivité. C'est un sujet culturel, l'alternance souffre d'une mauvaise image. L'alternance, ça fait 10 ans qu'on dit que c'est super, mais c'est super surtout pour les enfants du voisin. Et donc, il faut qu'on réussisse à changer ça. Il y a 2 manières de changer ça. Une manière immédiate, une manière qui prend un peu plus de temps.
La manière immédiate, c'est de revaloriser le statut. Une grande campagne de Une communication. grande campagne de communication, mais la communication ne fait pas tout. Non. Des salaires un peu plus importants, 30 € par mois pour tous les jeunes de 16 à 20 ans. Et surtout, quelque chose de symbolique, qui est l'aide au permis de conduire, 500 € pour l'ensemble des apprentis majeurs qui rentreront en alternance à partir de l'année prochaine. Ensuite, nous aurons l'attractivité, c'est aussi la possibilité en alternance de faire l'ensemble de son parcours professionnel. On a trop tendance, et c'est présenté comme ça, à la fin de la troisième, à la fin de la seconde, à la fin de la première. Si tu vas en alternance, écoute, ça sera ta dernière année d'études ou ton avant-dernière. Mais enfin, l'alternance, c'est fait pour ceux qui ne sont pas capables de faire des études longues ou d'aller jusqu'au master. Là aussi, il faut qu'on ait une réflexion ensemble avec l'ensemble des professionnels. Comment est-ce qu'on peut organiser des filières pour aller du CAP au master en alternance ? Ça existe dans certains secteurs et ça changera considérablement l'image de l'alternance parce qu'à partir du moment où l'alternance, c'est plus seulement les CAP, les bacs pro et puis après on arrête, c'est une manière d'aller jusqu'au master. L'alternance devient une autre manière d'aller au même endroit que les études académiques, une autre manière de faire toutes ces études, une autre pédagogie plus adaptée à certains jeunes, mais qui permet d'aller exactement au même endroit et souvent en fait plus loin, parce que quand on a fait ses études en alternance, vous le savez mieux que moi, en général, on est plus opérationnel, plus mature, plus impactant dans l'entreprise que quand on a simplement été sur les bancs de l'université, et c'est quelqu'un qui n'a été que sur les bancs de l'université et qui n'a pas fait d'études en alternance qui vous le dit. Le quatrième point de blocage, et c'est là où on a eu le plus de difficultés à conduire la transformation, c'est la gestion des centres de formation en apprentissage. Parce que ce qui nous a le plus frappé quand on est allé en Suisse et au Danemark, et on connaît par ailleurs plusieurs d'entre nous au sein du gouvernement connaissent bien le système allemand, il y a quelque chose qui est, et il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, donc même s'il est un peu trivial, c'est celui que je vais employer, il y a quelque chose d'hallucinant dans notre système actuel, qui est qu'il faut demander une autorisation administrative pour ouvrir un CFA ou développer un CFA. On a 25% de taux de chômage des jeunes, mais on peut se voir refuser l'autorisation d'ouvrir un CFA ou de passer de 25 à 30, 35 places dans une section, ou quand on a une section, d'ouvrir une autre section. Je ne rentre pas sur les raisons qui expliquent cette situation-là, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais on se rend compte qu'on ne peut pas avoir un système malthusien comme ça, qui bride l'offre en apprentissage, qui empêche les professionnels de se saisir de la question et espérer voir le système se développer dans notre pays. Et donc l'une des mesures les plus fortes que nous avons prises que nous allons prendre dans ce projet de loi, c'est de supprimer toute forme de régulation administrative, d'autorisation administrative pour le développement des CFA. Et donc, vous voyez bien que ça fait système avec l'information sur l'orientation. Oui, les CFA qui ont 80-90% de taux d'insertion auront la possibilité très rapidement de doubler, de tripler de volume, sans avoir d'autorisation administrative à demander, que ce soit à la région, à une chambre ou évidemment à l'État. Et ça permet d'arriver sur le dernier sujet qui est le financement. Parce que à quoi bon avoir supprimé l'autorisation administrative, avoir dit la vérité aux familles pour qu'elles se dirigent davantage vers l'alternance s'il n'y a pas de financement. Et là aussi, sur le financement, nous avons décidé de reconstruire le système en fusionnant la taxe d'apprentissage et le financement des contrats de professionnalisation, en dégageant un volume qui sera compris entre 4 milliards, 4 milliards et demi, peut-être 5 milliards d'euros par an, 0,85% de la masse salariale, qui sera destinée à financer l'ensemble des contrats en alternance dans notre pays. Comment est-ce que ça va marcher? Ce sont les branches professionnelles. En fait, on copie le système du contrat de pro qui marche très bien. Les branches professionnelles définissent le coût contrat. Ce coût contrat est garanti pour l'ensemble des CFA et nous aurons un mécanisme de péréquation interprofessionnelle qui garantira, lui, qu'aucun contrat restera sans financement. Et donc, vous voyez qu'on a l'ensemble des briques qui font système, une orientation qui dit la vérité sur les taux de réussite en alternance, les taux d'insertion qui attirent les jeunes,
une suppression de l'ensemble des autorisations administratives qui permettent aux CFA de se développer quand ils existent, aux entreprises de créer des CFA quand elles n'en ont pas, aux fédérations de développer des CFA quand elles n'en ont pas, aux organismes de formation de créer des CFA quand ils n'en ont pas, et d'avoir un financement garanti à partir du moment où ils sont certifiés. Et donc vous voyez qu'on crée toutes les conditions pour un développement massif, majeur, et on espère historique, dans notre pays, de l'alternance. En tout cas, me semble-t-il, on a levé tous les verrous, qui étaient des verrous structurels, qui freinaient, voire qui bloquaient le développement de l'alternance dans notre pays. Mais je rajouterai juste un mot. La clé de cette transformation, c'est vous. Ce sont les fédérations professionnelles et les partenaires sociaux. Et les opérateurs de compétences, on va y venir dans un instant. Ce qui a marché, ce qui marche en Allemagne, en Suisse, au Danemark, c'est que c'est le monde professionnel qui est responsable de l'alternance, d'une façon générale. Avec un cadrage, évidemment, par la loi, mais c'est le monde professionnel qui a les moyens de développer l'alternance pour répondre aux aspirations des jeunes, pour répondre aux besoins, aux compétences des entreprises. Vous allez avoir, dans quelques mois maintenant, cette responsabilité-là, et donc il faut que les fédérations professionnelles, que les partenaires sociaux se mettent en capacité de répondre à ces nouvelles responsabilités, parce que c'est du lourd, comme on dit, de façon triviale là aussi. Antoine Fouché, vous vous êtes fixé des objectifs précis, chiffrés? Non, pour une raison simple, c'est que tous les gouvernements précédents qui ont fait des réformes s'en sont fixés et ont échoué. Et donc, nous, on s'est Donc là, dit, vous n'avez pas envie d'échouer, donc pas de chiffres. on ne fait pas de réforme, on fait une transformation. On va beaucoup plus loin dans la profondeur de la réforme et les chiffres parleront pour nous. Très bien. On va peut-être vous laisser aborder le deuxième sujet et puis ensuite on invitera le public à vous poser des questions. Ça sera plus global comme ça. Allez-y. Ok, alors réforme de la formation professionnelle. Je vais essayer d'être plus court pour qu'on échange très rapidement. Formation professionnelle, on n'est pas sur, contrairement à l'apprentissage, vous savez, on a dit souvent, la ministre répète régulièrement, et il faut prendre au pied de la lettre, sur l'apprentissage, on est sur une révolution copernicienne, c'est-à-dire qu'on a vraiment un système aujourd'hui où ce sont les jeunes et les entreprises qui tournent autour du système, on leur demande de s'adapter à la rentrée scolaire, aux règles administratives, etc. Et il faut faire exactement le contraire, il faut partir des jeunes et des entreprises et reconstruire tout le système pour répondre à leurs besoins. C'est ce qu'on essaye de faire. Forme Pro, c'est assez différent parce que les principes qui ont été posés dans le dernier ANI sont assez sains. Il y en a deux. Qui sont l'individualisation du rapport à la formation et la capacité collectivement de faire face aux enjeux de la mondialisation, c'est-à-dire de transformer les compétences des salariés de façon à faire face, et vous êtes impacté presque plus que les autres secteurs et que l'ensemble de l'économie française, de faire face aux mutations technologiques pour ne pas rater le coche, ne pas être bouffé par des entreprises, par la concurrence étrangère, et pouvoir conserver cette place très forte, 3,5 millions de salariés, que vous avez dans l'économie française. Sauf que la réforme de 2013, loi du 5 mars 2014, elle avait posé les principes, mais en fait, dans la réalité, il ne s'est pas passé grand-chose. Je vous avais dit que je serais direct, et donc je simplifie un peu. Il ne s'est pas passé grand-chose parce que le CPF, en gros, c'est resté un espèce de DIF amélioré, ou amélioré, c'est à voir même, selon certains. On n'a pas observé une transformation des appareils, des branches, pour se mettre en capacité de mieux anticiper les mutations économiques et d'informer, d'aider les entreprises à passer le cap de la transformation des compétences pour faire face à la mondialisation et aux mutations technologiques. Et donc cette réforme-là, cette transformation-là aussi de la formation professionnelle, elle a pour objectif de passer des principes à la réalité, sur l'individu et sur le collectif. Je vais être plus concret. Sur le CPF, l'objectif, c'est vraiment d'en faire un droit individuel de chaque actif pour accéder à la formation professionnelle. Dans notre pays, et c'est ça aussi qui explique le faible développement de l'alternance,
on a tendance, et on a encore tendance à considérer que, en fait, ce qui détermine sa carrière professionnelle, c'est le diplôme qu'on a eu à 20 ou 25 ans. On a recréé une aristocratie, non pas une aristocratie de sang, mais une aristocratie de diplôme. Mais enfin, c'est toujours une aristocratie. Et donc, on est l'une des sociétés les moins fluides de l'OCDE. Selon le diplôme que vous avez eu à 20 ou 25 ans, en fait, vous avez une probabilité d'arriver ici à 40, ici à 50, qui est beaucoup plus forte que dans les autres pays. Il y a une corrélation entre la carrière et le diplôme en France qui est plus forte que dans les autres pays européens. Il faut casser ça. Il faut casser ça pour redonner à chacun la chance de construire sa vie tout au long de sa vie professionnelle. Et la manière de faire ça, l'une des manières en tout cas, la plus forte, c'est la formation professionnelle, c'est-à-dire la possibilité d'apprendre plus pour évoluer professionnellement. Le système ne marche pas aujourd'hui parce que, là je vais être un peu provocateur, il est fait pour ne pas marcher. Le CPF, en tant que salarié ou en tant qu'entreprise, si vous n'avez pas l'appui d'un OPCA, bon courage. Si vous essayez d'aller sur le site moncompteformation.fr, vous rentrez votre numéro de sécurité sociale, ça marche, on vous donne vos heures, mais dès que ça commence à devenir intéressant, ça ne marche plus. J'exagère un peu. Mais vous avez accès à une liste de formations à laquelle vous ne comprenez plus rien, vous ne savez pas comment financer, et quand on arrive au financement, le dossier qu'il y a à remplir, comment dire, c'est assez dissuasif. Donc, notre objectif là-dessus, c'est de, et on l'assume comme ça, hein, c'est de casser l'intermédiation qu'il y a entre le salarié, les actifs, les demandeurs d'emploi et la formation. Il y a deux manières de faire ça. C'est rendre les choses plus concrètes et la technologie et l'accompagnement. Trois manières. Rendre les choses plus concrètes, c'est ce qui nous a décidé à passer en euros et à faire du CPF un droit en euros, passer d'heures en euros. Les heures, ça ne parle pas aux gens. Vous pouvez faire le test, je pense, autour de vous. Nous, on a tous les sondages du monde pour montrer que les heures, ça ne parle pas aux gens. C'est inégalitaire. L'heure d'un cadre, ce n'est pas le même coût que l'heure d'un employé ou d'un ouvrier. Et c'est très abstrait tant que ça ne s'est pas concrétisé en quelque chose de plus concret comme des euros. D'où le pari, c'est un pari, oui, effectivement, de passer en euros, 500 € par salarié, plafonné à 5 000, 800 € pour les personnes pas qualifiées, plafonné à 8 000. Tout ça par an. Donc, ce choc-là, presque pédagogique, c'est un pari pour rendre la formation pour intéresser les gens, tout simplement, à la formation. La deuxième chose, la technologie, c'est le smartphone ou Internet. Ce que nous allons faire, et ça sera en place au fur et à mesure dans les mois qui viennent, et ça s'étalera sur plusieurs années parce que c'est compliqué à faire, mais c'est très important qu'on puisse le faire, c'est sur Internet ou sur un smartphone, rendre possible l'utilisation et concrète et documenter l'utilisation de son CPF. C'est-à-dire très concrètement, savoir combien on a sur son compte. Bon, ça, heureusement on sait déjà le faire sur le CPF aujourd'hui, donc heureusement qu'on le saura demain. Mais aussi avoir accès à l'ensemble de l'offre de formation sur son bassin d'emploi, sur sa région, voire sur la France, si on a des projets de déménagement. Quand on est demandeur d'emploi, le taux d'insertion de ces formations-là. Quand on est salarié, qu'est-ce que les autres stagiaires, les stagiaires précédents, les salariés précédents qui ont fait cette formation-là, qu'est-ce qu'ils en ont passé et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Désolé encore, mais une forme de TripAdvisor du CPF, mais aussi, et c'est là où c'est nouveau, s'inscrire en formation. Je sais que je veux m'améliorer en anglais parce que sinon je ne pourrais pas changer de job ou je n'aurai pas le job dont j'ai besoin pour passer à l'international. Dans le commerce, vous êtes concerné plus que d'autres branches professionnelles. Eh bien, je peux m'inscrire. Je sais qu'il y a une session de formation qui commence. Je ne vais pas faire de pub pour des instituts. Donc dans un organisme de formation le 5 avril, je peux m'inscrire sur mon CPF, sur mon smartphone, sur Internet. Je m'inscris pour la session du 5 avril et la Caisse des dépôts paye directement à l'organisme de formation ma formation en fonction de ce que j'ai sur mon compte. Donc c'est complètement dématérialisé, c'est très simple pour la personne
Et notre pari, c'est qu'en rendant la formation aussi simple d'accès que ça, on va réussir à changer. C'est un pari, hein, je ne dis pas que ce n'est pas une affirmation au futur, en futur indicatif, de l'indicatif. On fait le pari qu'on réussirait peut-être, je passe au conditionnel par prudence, qu'on réussirait à changer le rapport des salariés, des actifs, des Français à la formation en disant c'est facile, je peux le faire et je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à mon employeur, à l'OPCA, à Pôle emploi, etc. C'est la technologie qui rend possible ça. Et pour les personnes, parce qu'évidemment, ce n'est pas accessible à tout le monde, cette simplicité-là, pour les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, qui ne sont pas à l'aise avec ces outils-là, le conseil en évolution professionnelle, qui permettra de conseiller les salariés sur leur évolution de carrière. J'ai dit que je devais me dépêcher, j'ai du mal parce que le CPF, on y croit vraiment. Je vais très rapidement, en 2 minutes, sur les enjeux collectifs. Les enjeux collectifs, ils se situent au niveau de l'entreprise et au niveau du secteur professionnel. Au niveau de l'entreprise, l'idée, elle est simple. C'est de supprimer toutes les règles qui empêchent le développement de la formation dans l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que nous allons supprimer toutes les catégories du plan auxquelles personne ne comprend rien. Et nous allons revoir la définition de l'action de formation de façon à permettre l'ensemble des formations d'y rentrer. Formation à distance, MOOC, formation digitale, de façon à ce qu'on ait une définition de l'action de formation qui corresponde simplement à la vraie vie d'aujourd'hui. Ça, c'est pour les entreprises. Et j'y ajouterai, mais je ne veux pas être trop long, la possibilité de, évidemment, négocier des accords d'entreprise qui permettent d'abonder le compte personnel de formation des salariés de façon à ce qu'il y ait une co-construction entre le salarié et l'entreprise. Et au niveau collectif, c'est là qu'on arrive aux opérateurs de compétences. Ce qui est vraiment essentiel dans notre idée des opérateurs de compétences, c'est de faire basculer les OPCA d'une logique plutôt d'ingénierie de financement qui est liée historiquement à la complexité des dispositifs de formation professionnelle et à leur financement. Et de ce point de vue-là, les OPCA ont joué leur rôle. Ils ont su construire des plans de formation en mettant qui un bout de plan, qui un bout de période de pro, qui un peu de CPF ou un contrat de pro à la suite, etc. Tout ça a été plus ou moins bien fait selon les OPCA, mais il y avait des OPCA qui étaient spécialistes et qui savaient très bien faire ça. Mais ça, c'était une espèce de... Ça n'intéresse pas les entreprises. C'est simplement, elles envoient de l'argent et elles essayent de récupérer le mieux possible. Mais ça ne les intéresse pas du tout. Ce n'est pas ça le sujet des entreprises. Le sujet des entreprises, c'est d'être aidé dans la projection sur les années qui viennent, sur les métiers de demain. Et comment est-ce que je fais passer une population A à des compétences sur ce métier-là qui va se développer et dont j'ai besoin. Et donc, le pari des opérateurs de compétences, c'est ça, c'est de transformer le métier des OPCA, on va le dire comme ça, et de passer d'une logique de collecte et d'ingénierie financière, à une logique d'accompagnement des entreprises et des secteurs dans l'anticipation des mutations économiques et dans les conséquences sur les compétences des salariés qu'il faut anticiper et qu'il faut mettre en œuvre. Et donc, ce sera des compétences renforcées sur la GPEC. Certains le font déjà, d'autres très moyennement. Sur la co-construction des diplômes, toutes les branches ne savent pas co-construire les diplômes, donc les opérateurs de compétences seront là pour les aider. Sur la fixation des coûts contrats en matière d'alternance, c'est une compétence qui n'est pas si évidente que ça. Toutes les branches ne les ont pas. Et les opérateurs de compétences seront là aussi, encore une fois, pour les aider. Et sur les TPE-PME, l'aide à la construction du plan de formation de façon à accompagner les TPE-PME vers le monde de demain et des compétences de demain. Donc voilà, j'anticipe une question. Combien d'opérateurs de compétences? Ça, je ne répondrai pas. Par contre, j'anticipe une question que Fanny m'a posée. Évidemment, on favorisera la logique de filière, mais on ne sera pas dogmatique là-dessus. Donc ça veut dire, soyez rassurés, on ne va pas faire éclater le Forco, pour être très concret, en 20 ou 10 ou 15 ou 25 opérateurs de compétences de filières différents. On aura une approche très pragmatique et ce qui marche, ce qui permet de rendre service aux entreprises sera évidemment regardé d'un œil plus que bienveillant par le gouvernement. On va co-construire le périmètre et l'organisation des opérateurs de compétences avec vous. C'est un changement majeur et donc c'est important d'aller vite.
je ne veux pas donner la date encore, ce n'est pas à moi à la donner, mais on aura le temps de faire un travail de qualité pour conjuguer l'approche par filière et l'approche par secteur, de façon à ce qu'on ait des outils qui soient beaucoup plus puissants pour aider les entreprises à passer cette phase, si elle passe, de transition numérique, transition technologique et de mondialisation. Voilà. Merci Antoine Fouché. On va peut-être inviter nos amis à quelques réactions voilà, à chaud sur ce que vous venez de nous dire. Si je vous ai bien entendu, hein, Antoine Fouché, vous allez me corriger si je dis une bêtise, vous nous avez dit la formation, le droit à formation. Je pourrais partir sans demander l'autorisation à mon patron. J'ai cru entendre ça. Vous avez bien entendu. D'accord. Je ne suis pas sûr que tous les patrons ici présents soient forcément ravis de ce type de solution. Allez-y, monsieur. Mais vous avez le droit de souligner les points positifs aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Bernard Morvan, président de la Fédération nationale de l'habillement, mais surtout président de branche. Très concerné donc par cette réforme et très inquiet par cette réforme, puisque les branches qui auraient pu disparaître il y a quelques années, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, elles sont renforcées dans leur rôle, ce qui nous va bien, ce qui nous va très très bien. Sauf qu'à l'intérieur des branches, il nous faudra aussi des compétences. Des compétences en élus, c'est-à-dire en élus de terrain, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui vont consacrer du temps et qui sont des bénévoles pour venir négocier les accords avec les partenaires. Mais aussi, comme on l'a dit tout de suite, hein, c'est la co-construction, c'est le contrat, c'est l'évaluation du coût du contrat. On est face à une problématique qu'on n'imagine même pas, tellement le Big Bang est au rendez-vous. Hein. Alors, moi j'ai une question sur l'apprentissage. Je pense ça plutôt comme un complément. Oui, moi j'ai une question sur l'apprentissage, puisque on pense aux jeunes de 16 ans et plus, on pourrait aussi penser aux jeunes de moins de 16 ans. Est-ce que dans cette grande réforme de l'apprentissage, est-ce que de nouveau on réévoquerait la fin du collège unique ? Est-ce qu'on verrait là une solution pour qu'à partir de 14 ans, nos jeunes puissent apprendre un métier dans des conditions normales ? Et ça rejoint les préoccupations et la demande de William sur de l'accompagnement financier, sur le contrat de professionnalisation. Sur le contrat d'apprentissage, ce n'est pas le plus coûteux. C'est le contrat de professionnalisation à 75% du SMIC qui pose problème dès lors que le salarié, celui qui a le contrat, n'est présent dans l'entreprise que finalement très peu de temps. Il n'est même pas à mi-temps dans l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est 2 fois 75% du SMIC. Donc on imagine que le contrat de professionnalisation, sur son mode de financement en tous les cas, et sur les charges qui sont liées à cet emploi, il faut que ce soit revu. Sur l'apprentissage, je pense que, on voudrait qu'il y ait plus d'alternants. Nous, dans notre branche, c'est 80 000 salariés, seulement 3 000 apprentis, 3 500. C'est peu, c'est trop peu. Beaucoup de mal à recruter des apprentis pour diverses raisons, dont la mobilité, on a oublié de le dire. On parle de CFA de branche aujourd'hui, mais un CFA de branche serait un CFA qui aurait une vocation à accueillir des apprentis qui viendraient de toute la France. Ça veut dire en clair qu'il faudrait qu'ils puissent être logés. On imagine toutes les conséquences qu'il y aura. Simplement dire que dans les branches où il y a de la prévoyance, il y a du fonds social, et vous le savez, hein, il y a du fonds social. Le fonds social peut venir aussi aider à prendre en compte certaines cotisations, dont la prévoyance, voire abonder sur la prime de l'État des 500 € pour le permis de conduire, qui est fondamentale, et qu'on pourrait, nous, venir peut-être abonder. Merci pour votre témoignage. Une réponse, Antoine Fouché, relativement rapidement. Ouais. 14 ans, moi j'ai entendu. Donc 14 ans, non. Voilà, je ne veux pas tourner autour du pot. C'est bien dommage. Parce que quand je reprends les Suisses, et vous l'avez dit à un moment donné, c'est cette possibilité de commencer tôt, d'aller vers le métier du commerce parce qu'on l'a choisi, et qu'éventuellement, si dans le parcours, on pense qu'autre chose vous intéresse, vous pouvez aller chercher des études générales. C'est le principe de la Suisse. Hein, c'est le principe de la Suisse. Ce qui fait d'une chose importante, parce qu'on a parlé de quantité, mais aussi de qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour nous, notre métier, aujourd'hui, les fameux 25% de jeunes qui viennent dans le commerce, ils viennent après des études générales et souvent un petit peu par dépit. Ils n'ont pas trouvé autre chose. Il y a la restauration et puis il y a le commerce. Alors que si on prend des pays comme l'Autriche, le Danemark ou la Suisse,
C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont choisi. S'ils sont trempés, ils vont ailleurs et ils apprennent un vrai métier de service. C'est pour ça que je dis dommage. Il y a pas mal de choses très positives dans ce que vous avez dit. Mais je dirais que aller au bout de l'apprentissage et de l'alternance, c'est un élément important, tout comme le tutorat dans l'entreprise, dans ces entreprises-là. Je vais me permettre d'apporter une nuance, Monsieur le Président, à ce que vous venez de dire. Ni en Allemagne, ni en Suisse, ni au Danemark, on nous a dit que l'un des facteurs clés, c'était 14 ans. Les facteurs clés, c'est le fait que le monde professionnel s'occupe de ce sujet-là, soit en responsabilité, soit sur la co-construction des diplômes, la gestion des centres, le financement, qu'il considère que l'apprentissage, que l'alternance est un facteur de compétitivité et donc investissent, pas seulement financièrement, mais humainement, sur l'ensemble techniquement, sur l'ensemble des aspects. Et par ailleurs, je pense que c'est un débat comme on aime les faire en France, les 14 ans, qui est un peu quasi religieux sur est-ce qu'à 14 ans, il faut continuer l'école de la République, passer en entreprise, etc. Quand on regarde les choses de façon beaucoup plus dépassionnée, on se rend compte qu'il y a déjà aujourd'hui 50 000 jeunes, 50 000 par an, qui font ce qui s'appelle prépa pro. Alors, il y a 45 000 en prépa pro, 5 000 en DIMA. À partir de la 4e, et quand on regarde les dispositifs équivalents dans les autres pays, ça ressemble furieusement. Et donc, au-delà du débat un peu 14 ans, pas 14 ans, 13 ans, 15 ans, etc., juste ayons une approche très pragmatique de ça pour les jeunes qui savent dès 13 ans et demi que l'école classique, ce n'est pas leur affaire et qui préfèrent faire autre chose. Il y a des dispositifs sur l'ensemble du territoire national, encore une fois, qui accueillent 50 000 jeunes par an pour faire ça. Et ces dispositifs-là ont vocation, pour la plupart, 90% des jeunes, à prolonger soit en lycée professionnel, soit en alternance ensuite, à la fin de la 3e, soit à revenir vers la seconde générale. Donc on est bien dans ce système de passerelle-là. Ce qu'on va faire avec les prépa pro et les DIMA, mais c'est plus au ministère de l'Éducation nationale que moi à en parler, on va les développer. On va les développer encore plus, de façon à ce qu'il y en ait vraiment partout où il y a un besoin des jeunes d'aller sur ce type de formation-là dès 14 ans. Il y avait une autre question sur le coût du contrat de pro. Oui, on va faire converger. On a le contrat de pro et le contrat d'apprentissage. On a une double opportunité pour ça. La conversion du CICE en baisse de charge. Vous savez qu'à partir du 1er janvier 2019, c'est 0 charge sur l'ensemble des salariés français au SMIC. Et évidemment, ça va se répercuter sur les salariés qui sont payés un pourcentage du SMIC. Et donc, on a des calages encore à faire avec la direction de la sécurité sociale, avec le ministère de la Santé, mais oui, au 1er janvier 2019, le coût du contrat de professionnalisation, le niveau des cotisations sociales va baisser. Allez, encore une ou deux remarques dans la salle, n'hésitez pas. Avant qu'on se retrouve autour d'un cocktail pour échanger, pour poursuivre ce débat. Monsieur, merci de vous présenter. Voilà, de bien appuyer. Renaud Giroudet, Fédération du commerce et de la distribution. On a cru comprendre que dans la réforme de l'alternance, la contribution supplémentaire à l'apprentissage perdurerait. Le CSA, pour dire en deux mots, c'est un dispositif qui fait qu'un certain nombre d'entreprises, à partir d'un effectif de 250 salariés, sont astreintes à un certain pourcentage d'alternants en leur sein et elles payent une taxe si elles ne l'atteignent pas. Alors, on espérait tous que ce défaut bien français, cette modalité, serait remise en cause, mais à défaut d'être remise en cause, puisqu'elle ne sera donc pas, est-ce qu'on peut au moins envisager un dispositif qui ne pousse pas les entreprises à ne pas conserver les alternants à leur service une fois le contrat en alternance terminé? Parce que le dispositif est d'une telle perversité que pour atteindre le quota d'année en année, il ne faut surtout pas garder l'alternant à son service quand il a terminé son apprentissage ou son contrat de pro, mais il faut qu'il s'en aille pour qu'on en reprenne un autre derrière. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose, Antoine, d'un peu plus vertueux que ce dispositif-là, et si j'ose dire, même un peu plus intelligent? Alors oui, on peut. Et donc, yes, we can. Le concours aux bonnes idées est ouvert. Dans votre secteur comme dans d'autres.
d'accord avec le constat, ça a un effet hyper pervers, qui est tout simplement de ne pas embaucher les apprentis qu'on a formés, alors que ce n'est pas l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on l'a conservé quand même? Mais il faut qu'on réfléchisse à un aménagement pour faire en sorte que ça soit pas, qu'on n'ait pas cet effet pervers-là qui est perdant-perdant, hein. Perdant pour la boîte, perdant pour le jeune, perdant pour la société, donc triplement perdant. Pas les 5%, mais le fait qu'on ne puisse pas, d'une manière ou d'une autre, prendre en compte les jeunes qu'on conserve, qu'on choisit de garder et de basculer en CDI ou en CDD. Pourquoi est-ce qu'on l'a gardé? Parce que à court terme, à moyen terme, on verra après, je ne veux pas prendre d'engagement sur la décennie 2030, mais il n'y a plus aucune raison pour les entreprises, notamment de 250 salariés et plus, hein, c'est 6500 entreprises en France, il n'y a plus aucune raison de ne pas pouvoir atteindre ces 5% maintenant. Avant, il y avait des bonnes raisons, plus ou moins bonnes, mais disons qu'elles étaient au moins en partie bonnes. Je n'ai pas l'autorisation j'ai pas de section d'apprentissage qui corresponde à mes besoins. Il n'y a plus d'autorisation à demander à personne. Donc dès que vous avez un organisme de formation dans le coin, vous pouvez lui demander d'ouvrir un CFA. C'est aussi simple que ça. J'ai pas les financements, il y a un financement garanti, un contrat, un financement. Le diplôme ne correspond pas à mes besoins en compétences, c'est vos représentants dans les branches qui construisent les diplômes maintenant. Donc voilà, il n'y a plus aucune raison pour les entreprises, notamment des entreprises de 250 salariés et plus, de ne pas atteindre ce quota de 5%. C'est une contribution un effort qu'on demande à ces entreprises-là, une contribution à l'intérêt général, à la résorption du chômage des jeunes dans notre pays. Si ça marche, il n'y a aucune raison que cette CSA perdure. Enfin, à moins d'être super optimiste sur un effet massif de doublement du nombre d'apprentis tout de suite, elle a quand même encore quelques années devant elle, je pense.